Deuxième sujet, si vous le voulez bien, parce que le temps nous presse, c'est Emmanuel Macron et, si j'ose dire, les migrants à la campagne. Il a dévoilé jeudi les contours du futur projet de loi sur l'immigration qui doit être présenté début 2023 et parmi les mesures possibles, envoyer des réfugiés à la campagne. Alors vous avez réagi dans un tweet, Macron ne nie plus l'existence du grand remplacement, il l'assume et il l'aime. Il veut l'organiser avec enthousiasme. Bon, vous êtes servi d'une phrase peut-être pour tirer une interprétation que je pense le président n'imaginait peut-être pas. Moi, je pense qu'aussi. Moi, vous savez, je trouve qu'il y a une espèce Chacun trouve son vocabulaire. Moi, j'appelle ça le grand remplacement. Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on en parlait, appelle ça la créolisation. Et Emmanuel Macron a trouvé, lui, son mot, c'est la transition démographique. Qu'est-ce que ça veut dire, transition démographique? Ça veut dire qu'on est en transit d'une situation, c'est-à-dire le peuple français... blanc, de culture chrétienne, de culture gréco-romaine, etc., à un autre peuple. Transition démographique. Les mots ont un sens. Ça s'appelle le grand remplacement. Donc, jusqu'à présent, on ne savait pas exactement ce qu'il en pensait. Maintenant, on sait. On sait que non seulement il l'accepte, mais il l'aime et il veut l'organiser. C'est quand même une nouveauté extraordinaire. On a changé non pas de degré, mais de nature. C'est-à-dire que jusqu'à présent, et on le sait, tous les gens nous en parlent, et les livres de Christophe Guilluy, vous vous souvenez, le racontent très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les Français ont quitté les banlieues. Parce que justement, ils ne supportaient plus les Français de souche. Les Français de souche. Et même d'ailleurs Guilluy l'explique très bien, parce qu'il y a plein de Français dans les banlieues. Même les immigrés, en particulier du Maghreb, qui veulent éduquer leurs enfants à la française, quittent ces banlieues. Parce que c'est absolument insupportable et que le mode de vie n'est plus un mode de vie français, mais un mode de vie islamique, avec les boucheries halal, avec les femmes voilées, etc. Donc, les gens quittaient la banlieue. Ils allaient dans les petites villes. Et puis, petit à petit, les petites villes, elles aussi, ont subi les ravages de l'immigration à cause de la loi SRU, etc. Et maintenant, qu'est-ce que dit Emmanuel Macron? Dans le moindre village, il peut y avoir des centaines d'immigrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Français ne peuvent plus fuir. Ils doivent changer de pays maintenant pour fuir les ravages de l'immigration et de l'islamisation du pays. C'est ça que nous dit Emmanuel Macron. C'est gravissime. Ceux qui attaquent votre discours relèveront dans la formulation que vous avez utilisée. Les Français ont quitté les banlieues et ils verront dans cette phrase-là que vous ne considérez peut-être pas ceux qui vivent en banlieue, qui ont la nationalité française, qui sont nés sur le sol de France, comme des Français. Mais mon cher Pascal, je vais vous dire, quand vous interrogez des enfants dans des écoles, on a fait l'expérience 10 fois, des écoles de banlieue, et qu'on leur demande de quelle nationalité ils sont, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils vous répondent algériens, marocains, sénégalais. Peu vous répondent français. Moi, simplement, j'écoute ce que disent ces gens. Et quand ils estiment qu'ils sont français, quand ils éduquent leurs enfants à la française, ils sont français pour moi, comme pour tout le monde. Après, on se sent français ou on ne se sent pas français. Et il y a beaucoup de gens dans ces banlieues qui ne se sentent pas français et qui ne sont pas encouragés à se sentir français puisqu'on ne vit plus à les françaises. Et que donc ce sont des territoires qui ne sont plus en France en vérité, qui sont pris par la civilisation islamique. Parce qu'il y a une civilisation islamique, une grande civilisation islamique, et qui a une capacité d'assimilation exceptionnelle d'ailleurs, et qui est en train de le montrer sur notre territoire. Donc vous savez, moi, ça m'a fait penser la déclaration d'Emmanuel Macron à ce qui s'est passé dans tous les territoires colonisés. C'est-à-dire que dans tous les territoires colonisés, que ce soit au temps de la Rome antique ou de l'Algérie au XIXe siècle, qu'est-ce qu'on faisait? On donnait des terres prises aux indigènes aux colonisateurs, aux colons, comme on disait. C'est exactement ce que fait Emmanuel Macron. Il donne des terres, il va construire des habitations, il va donner de l'argent à des gens qui viennent de l'étranger. Ça s'appelle une colonisation. Pourquoi ces terres ont été désertées? Mais parce qu'il n'y a plus rien, parce qu'il n'y a plus de travail, il y a eu des désindustrialisations et des délocalisations, parce qu'il n'y a plus de services publics, parce qu'il n'y a plus rien. Les gens sont partis à cause de ça. Moi, pendant la présidentielle, j'avais proposé exactement le chemin inverse de celui d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que j'avais dit, on arrête toute entrée, et on arrête la loi SRU qui oblige à faire du logement social et donc à mettre des immigrés partout, et on expulse tous les gens qui n'ont absolument rien à voir ici, délinquants, clandestins, chômeurs, etc. En fait, il y a une différence. Emmanuel Macron veut répartir.
Moi, je veux repartir. Et ce n'est pas la même chose. Bon, c'est souvent une discussion qu'on a eue ensemble sur la généralisation. Il y a évidemment dans les banlieues des Français d'origine étrangère qui se sentent. Bien sûr, mais d'ailleurs, je vous dis, bien sûr. qui lui explique ça très bien, ils s'en vont. Ils s'en vont. Bon, dernière chose, parce que le temps presse, bien évidemment, je voulais parler de l'école. Et alors là, surprise. J'ai lu Le Figaro littéraire la semaine dernière et je suis tombé sur un papier de Pierre Nora, une interview de Pierre Nora, grand intellectuel. Absolument. Plutôt placé à gauche. Bien sûr. Et que ne fut-elle pas ma surprise? Voilà ce qu'écrit Pierre Nora dans ce livre, Une étrange obstination. Il dit « J'ai voulu respirer le parfum d'une époque aujourd'hui terminée et qui a été l'une des plus fécondes sur le plan intellectuel. Il est clair que l'on passe d'un type de culture à un autre, lequel paraît aujourd'hui à des gens de nos générations comme une forme d'inculture. Il dit notre culture classique était un mélange de 3 éléments, tradition d'humanisme, littérature, histoire, fort lien civique. Ces 3 éléments, dit-il, sont atteints, c'est certain. L'âge de Gutenberg est terminé, on passe à une culture fondée sur l'image, rajoute-t-il. Je ne dirais pas que la jeunesse actuelle est moins intelligente que nous, mais qu'elle vit une vie qui nous est étrangère, et c'est l'école qui est surtout responsable. Mais j'ai dit, mais Pierre Nora, il dit la même chose qu'Éric Zemmour? C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, sur la gauche. Pierre Nora, il était de gauche. Et puis, la gauche l'a largué. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il se croit sincèrement encore de gauche. Et en fait, la gauche l'a largué, parce que la gauche, maintenant, c'est tout le contraire de ce pourquoi il a vécu, et ce pourquoi il a réfléchi, et ce pourquoi il a fait ses œuvres magnifiques, les lieux de mémoire, etc. Donc, c'est typique de ça. Et il a tout à fait raison. L'école aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est 2 choses. Un, c'est l'effondrement du niveau scolaire. L'effondrement. Sur le plan de l'histoire, de la littérature, du français, de l'orthographe, des mathématiques. On est nul. C'est-à-dire qu'on est 23e sur 27 dans les classements PISA. On est au niveau de la Bulgarie. C'est phénoménal ce qui nous arrive. Bon, ça, c'est une première chose. Et puis, deuxièmement, c'est la propagande. L'un et l'autre sont liés, d'ailleurs. On a abaissé le niveau pour que les enfants n'aient plus les moyens intellectuels et culturels de comprendre le monde. Et puis, ils sont maintenant des proies beaucoup plus faciles pour l'endoctrinement, le grand endoctrinement et la grande propagande. La grande propagande qui est ce que les Américains appellent le woke, c'est-à-dire, en fait, la défense de toutes les minorités, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient raciales, etc. Et Emmanuel Macron nous met un ministre, M. Papendiaï, qui est un théoricien de cette idéologie woke, qui considère que, vous avez vu, il va aux États-Unis pour dire que la France est raciste. C'est magnifique. Merci, M. Papendiaï. Vous voulez qu'on l'écoute? C'était hier, on en a parlé d'ailleurs. Juste Papendiaï, cette sortie qui a pu étonner, parce qu'il est en dehors de France, il est dans une université de Virginie, et il explique effectivement que la France est raciste, alors que lui-même est un ministre. Je ne vous le fais pas dire. Et qu'il a été, en plus, il a eu accès à toutes les écoles de la République française. Et je rajouterais qu'il est d'une famille également qui est privilégiée en tout cas, qui a sa sœur Marie Ndiaye a eu un prix Goncourt. Donc, lui, il a compris d'ailleurs ce que je dis. Hein. Il met ses enfants à l'école alsacienne. Oui. Écoutons-le. Le concept de race, comme vous le savez, est encore très sensible en France. Nous sommes actuellement dans un contexte politique où les organisations d'extrême droite sont puissantes, comme aux États-Unis d'ailleurs. Et il est difficile d'aborder les questions ethno-raciales de manière nuancée et complexe. L'organisation d'extrême droite, c'est vous. Ouais, mais c'est ce que je vous disais. Le discours, lui, pour la gauche républicaine du 19e siècle jusqu'aux années 60, est un raciste. Ou en tout cas un racialiste, parce qu'il parle de race. La France est universaliste. Elle méconnaît et elle ignore superbement les races. Donc ce monsieur tient un discours qui relève les races. C'est un discours au minimum racialiste. Et aujourd'hui, on nous traite d'extrême droite, alors que moi, je tiens le discours français traditionnel, c'est-à-dire assimilationniste, universaliste. Vous voyez, tout est cul par-dessus tête. Donc, ce qu'on a proposé avec mon parti Reconquête, on a organisé ce qu'on appelle les parents vigilants, c'est-à-dire un système avec les gens qui nous signalent tout ce qui les scandalise, tout ce qui les choque à l'école. Et on a déjà des listes et des listes d'événements. Exemple. Une infirmière qui passe dans les classes pour dire que les garçons peuvent porter des jupes.
un professeur qui organise une pièce de théâtre avec des acteurs nus devant les enfants. Des associations LGBT qui ont table ouverte dans un établissement. Des élèves qui nous écrivent, je pense à un par exemple qui écrit « Je suis en première, je crois que c'est dans un lycée de Nice, et je souffre de la propagande insupportable. Alors, les cours de français, c'est un texte féministe d'Olympe de Gouges. Les cours d'anglais, c'est un texte sur le racisme aux États-Unis, etc., etc. » Et on en a comme ça des dizaines et des dizaines. On a déjà notre mouvement Les Parents Vigilants, c'est plus de 20 000 personnes. Donc, je pense que nous allons maintenant harceler les établissements, parce que c'est absolument scandaleux de faire tout cela. Et donc, nous devons maintenant le dire publiquement et le faire remonter à la surface. Mais que les enfants soient prévenus ou alertés que tout le monde n'a pas la même vie sexuelle, que tout le monde n'a pas le même modèle, que ça développe une forme de tolérance pour ceux qui peuvent être différents, que nous puissions tous vivre ensemble avec des opinions, des sexualités, des regards différents. Peut-être est-ce une bonne chose. Pascal, est-ce qu'on vous a appris ça à l'école? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vivez pas avec des gens très différents, etc. Je pense, si vous me permettez, pour reprendre le cas, vous parliez des associations LGBT, c'est que quand, à l'école, j'avais 10 ans, 11 ans, s'il y avait dans la classe un garçon qui se sentait attiré par les garçons, il le vivait beaucoup plus mal qu'aujourd'hui, et c'était sans doute plus difficile, et peut-être était-il ostracisé dans la classe. D'abord, 10-11 ans, c'est un peu tôt. C'est là l'orientation sexuelle, c'est là qu'elle se déclare généralement. Vous êtes précoce, moi j'étais moins précoce que vous. L'orientation sexuelle, elle s'impose à toi. Oui. Enfin bon, et ça dépend où, cher Pascal. Aujourd'hui, dans les écoles de banlieue, les gens, comme vous dites, les jeunes homosexuels se font plutôt casser la figure, beaucoup plus que dans nos écoles de notre temps. Excusez-moi. Non, mais je parlais de la tolérance, juste. Il vous reste 30 secondes. Sur la tolérance aujourd'hui, que peuvent peut-être je pense que l'école écouter ces minorités actives. L'école n'a pas à faire de la propagande, même pour des bonnes raisons. Voilà. L'école doit apprendre à lire, à écrire, à compter. Ça serait déjà pas mal, parce qu'elle ne le fait plus. Donc, il faut reprendre les mérites, le rôle fondamental de l'école, revaloriser le mérite. Et vous avez vu, j'ai vu Papendai, le premier discours qu'il fait, il dit « Mon premier objectif, c'est le bonheur à l'école et la lutte contre les inégalités sociales. » Non. L'objectif, c'est le retour de l'excellence, du mérite à l'école. Eh bien, merci. Merci d'être intervenu sur ces 3 sujets.